bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission À l'écoute des terroirs, l'émission qui vous donne l'actualité, les échos des terroirs sénégalais. Aujourd'hui, nous allons vous amener à Kédougou. Kédougou, pourquoi? Pour vous parler non seulement de l'or, mais également d'un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, qui est certes documenté, mais qui reste aujourd'hui inconnu ou méconnu par le grand public. Il s'agit bien sûr de la traite sexuelle des femmes dans les zones aurifères. La zone aurifère aujourd'hui choisie dans cette émission, il s'agit bien sûr de Kédougou. Nous allons vous parler un peu de cette thématique, de ce phénomène, comme j'ai dit tout à l'heure, qui aujourd'hui prend de plus en plus de l'ampleur. Mais comme toujours, ce sont des phénomènes qui aujourd'hui, certaines organisations essaient d'apporter des solutions idoines. Et parmi ces organisations, il y a Free the Slaves, une des organisations internationales les plus connues dans la lutte contre la traite sexuelle dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir son directeur régional Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Issa Saka. Issa, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien Younoussa, c'est pour moi un très grand plaisir et je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup. Merci Issa. Avec Issa, nous allons discuter, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, de ce phénomène, la traite sexuelle des femmes. Le mot souvent peut être trop lourd, chargé un peu de l'histoire, mais traite pourquoi? Est-ce que réellement à Kédougou, il y a ce phénomène de traite sexuelle? Nous avons travaillé sur un reportage il y a un an qui documente un peu ce phénomène. Est-ce que réellement la traite sexuelle existe réellement à Kédougou? Tentative de réponse dans ce reportage que j'ai signé moi-même, Younoussa Gueye, et j'ai travaillé avec Free the Slaves. Je vous propose de suivre ce reportage et juste après, nous aurons le privilège d'analyser avec notre invité du jour, Issa Saka. Tout de suite, on vous retrouve juste après le visionnage de ce reportage. Bandako. Dans ce village pittoresque, niché à 30 km de Kédougou, se dessine un marché singulier où se rencontrent l'offre et la demande d'une manière inattendue. En effet, ce village autrefois tranquille est désormais le théâtre d'un commerce obscur, celui du marché de sexe, étroitement lié à l'exploitation effrénée de l'or dans cette zone aurifère. Non, c'est lié à l'exploitation de l'or. Ça a duré aussi parce que les gens ont mis du temps avant d'intervenir. Je pense que l'exploitation a pris en tout cas une flambée à partir de 2005. Les sites d'orpaillage poussaient comme des champignons de 2005 en 2014. Et en 2014, c'était en tout cas du n'importe quoi dans les sites d'orpaillage et l'État a pris ses mesures pour fermer tous les sites d'orpaillage. Et c'est de là où les gens ont commencé en tout cas à penser, à réfléchir par rapport à ça parce que je me rappelle très bien, c'est en 2011 que le site en novembre 2011 que le site de Sambarmougou a apparu avec une pollution humaine. C'est là où les Nigériens ont commencé à venir en masse dans les sites d'orpaillage. Et ils sont éparpillés en tout cas dans tous les sites d'orpaillage. Et quand on faisait l'étude de pointage par rapport à cette situation, on a visité que 5 sites et on a eu presque 2000 personnes. Ce qui est déplorable, c'est qu'il y a l'arrivée de femmes qui ont quitté les pays voisins, c'est-à-dire des pays africains, à qui on avait promis de les amener, en tout cas l'Eldorado, les amener en tout cas faire d'autres travail dans des pays étrangers, en France, en Arabie Saoudite, etc. Et ils ont été déçus par de ce qui sont arrivés ici. Ils ont été utilisés comme pratiquement des esclaves sexuels qui sont là au niveau donc des zones aurifères et qui sont exploités sexuellement. Et souvent, c'est des promesses, une fois qu'ils arrivent, c'est d'autres personnes qui sont là,
qui leur demande de payer une dette. Cette dette-là, il faudra la payer. Et ce qui les a amenés à donc, ce qu'on a, en tout cas, ce phénomène d'exploitation sexuelle depuis un certain temps. Et c'est ces nouvelles problématiques-là aujourd'hui que le CDP est en train en tout cas, de faire face avec ses partenaires quand même, dont Fruits de l'Œil, APS, l'ONG La Lumière, qui ont mis quand même un projet depuis quelque temps et qui s'activent dans la lutte contre la traite sexuelle. Comme vous pouvez le constater, le trafic sexuel est une réalité ici au Sénégal. Il faut dire que Kédougou n'échappe pas à cette réalité, étant entendu que c'est une zone d'exploitation minière, une zone d'exploitation aurifère, avec le lot de difficultés qu'on connaît. Il y a pas mal de nationalités qui évoluent autour de ce secteur d'activité. Et ici, dans le département de Kédougou, le site d'orpaillage le plus réputé se trouve surtout dans la commune de Tomboronkoto et notamment dans le site de Bantako. Dans ce site d'orpaillage traditionnel, les femmes sont au charbon. Elles s'occupent sans protection du tri de ces prières précieuses. Un travail de fourmi qui nécessite une application précise et une concentration totale. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence vestimentaire. Certains de ces orpailleurs que vous apercevez à l'image sont en réalité des millionnaires, ont des moyens de s'offrir des motos neuves dont le prix varie entre 1 et 2 millions de francs CFA. La quête du métal précieux. Cette passion envoûtante qui captive les esprits des orpailleurs a un goût de dérive irrésistible. La plus sombre et alarmante qui se dessine ces dernières années, c'est la traite sexuelle des femmes. Ce fléau souvent occulté prospère dans l'ombre de la rue vers l'or. Comment comprendre les racines de ce fléau et ses mécanismes? Des organisations en première ligne dans la lutte contre la traite sexuelle dans la région éclairent les causes profondes et l'évolution de ce phénomène alarmant. Alors, les filles viennent ici la tête pleine, remplie de rêves, se disant que je vais trouver de meilleures conditions de vie au Sénégal. Malheureusement, dès qu'elles arrivent au Sénégal, la réalité en est autre. Elles se rendent compte que non seulement elles ont été trompées par ces dames-là, mais aussi elles se trouvent forcées de pratiquer la prostitution. C'est pour cela que nous, on l'appelle l'exploitation sexuelle. Parce que non seulement elles travaillent, elles ne gagnent pas de l'argent, mais elles sont forcées de faire un travail qu'elles n'ont pas choisi, un travail illégal. Parce que la plupart d'entre elles sont des mineurs. Une jeune fille, un enfant même je dirais de 12 ans, une jeune fille de 15 ans, de 16 ans, se voir être forcée à pratiquer la prostitution à cet âge-là et dans des conditions extrêmement difficiles, ça c'est plus que de l'exploitation sexuelle. Voilà la situation qui sévit dans la région de Kédougou depuis des années. Aujourd'hui, qu'il s'agisse du Sénégal ou partout ailleurs, vous savez que très souvent, ces activités comme l'orpaillage, ça suscite un tout petit peu un certain trafic. Parce qu'il y aura forcément un réseau qui va s'ériger autour de cette activité-là. Vous verrez des personnes qui vont tout simplement promettre à des adolescentes, à des femmes, leur promettant un meilleur avenir ailleurs. Et c'est souvent dans ces conditions que ces dames-là viennent ici, par exemple ici au Sénégal, dans le département de Kédougou, pensant véritablement pouvoir obtenir des revenus qui puissent leur permettre véritablement d'avancer un tout petit peu dans leur vie. Mais arrivées ici, elles se rendent compte que il ne s'agit pas tout simplement de pouvoir s'en sortir, mais que forcément elles devront faire face à des difficultés. C'est à partir de ce moment maintenant qu'elles sont réduites à l'esclavage sexuel, au trafic sexuel. Donc c'est tout un réseau qui se forme autour de cette activité-là et qui fait qu'aujourd'hui,
ces femmes-là sont laissées à elles-mêmes et sont réduites à devoir user de ces pratiques-là pour pouvoir tout simplement s'en sortir. Majoritairement nigérienne et attirée par des promesses mirobolantes d'emplois bien rémunérés et d'une vie meilleure, elle se retrouve brusquement confrontée à une réalité cauchemardesque. Sister, let me say maybe concerning that condo hairdresser provision. So as I read the Senegal now, not be the work when you tell me say me I can't do. Not be you can't tell me say na shawo na you dey do. Make me continue the ashawo. Now I can say I no fit do ashawo work. You not tell me say na ashawo work now I come do. And I no fit do am. When my sister come start to dey worry me, I come manage myself. I say gather 200,000 naira give my sister. All the name of that, when see they beat me, they suffer me, they make me sure I dey sick. So now. Dans le site d'orpaillage, la présence de ces femmes est un secret de polichinelle. Face à notre caméra, les orpailleurs s'expriment avec prudence. Personnellement, moi, je n'ai pas besoin parce que j'ai marié, j'ai des enfants. Parce que, bon, si tu as une femme, tu n'as pas besoin de sortir chercher ailleurs. Bon, j'ai des enfants, il y a ma femme encore. Oui. Est-ce que vous connaissez des gens qui font autre chose, quoi? Bon, là, je ne peux pas dire directement oui. Pourquoi? C'est pas tout le temps que je sors. Si je sors tout le temps, là-bas je peux comprendre. Mais si je ne sors pas, là, je ne peux pas comprendre. Pour ceux qui travaillent dans le Djoura ont besoin de fréquenter des femmes qui n'ont pas épousé. Est-ce que c'est vrai? Si on dit que si tu fréquentes des femmes que tu n'as pas épousé, ça augmente ta chance de trouver de l'or. Est-ce que c'est vrai ça? Bon, pour que je comprenne ça, c'est un peu difficile parce que moi, je l'ai avec ma femme. D'accord. Mais vous n'entendez pas ces rumeurs? Ouais, ça, j'entends ça vraiment. J'entends ça. Ouais. Ils ont dit, mais tu as vu, ça c'est des paroles. Des fois, même au capital, tu trouves que c'est quelqu'un, même si tu es marié même, tu peux te marier une femme. Si la note a seulement, ton sang s'arrête comme ça. Hein? Mais on ne peut pas lui dire là-bas, c'est l'or, non? Ah, ok. Tu n'as jamais testé? C'est pas sûr. Tu n'as jamais testé? Vraiment. Tu ne veux pas tester? Je ne veux pas tester. Ces témoignages empreints de gêne et de déni révèlent un malaise palpable dans cet environnement où l'or fait loi. L'exploitation sexuelle reste un sujet tabou, même si sa présence est indéniable. Si la porosité des frontières est pointée du doigt, les autorités administratives, elles, invoquent le principe de libre circulation des personnes et des marchandises dans la zone CEDEAO. Ça ne peut pas se faire à l'insu des autorités parce qu'aujourd'hui, vous n'ignorez pas que nous sommes dans l'espace CEDEAO. La circulation des personnes et des biens, donc on ne peut pas forcément, dès l'instant que cette personne dispose des documents de voyage, de ces documents d'identification, on ne peut pas s'opposer à ce que cette personne puisse véritablement s'introduire dans le territoire. Voilà, donc là c'est un aspect. On ne dira pas que nos frontières sont forcément poreuses. Il y a des difficultés à ce niveau, ça on en convient, mais il faut reconnaître également que nous sommes dans le cadre d'une communauté, et cette communauté, c'est la CEDEAO qui tout simplement nous oblige à vouloir promouvoir la circulation des personnes et des biens. Mais les conséquences sanitaires sont multiples et jusqu'ici mal maîtrisées. Les conséquences de ce phénomène par rapport au pays d'accueil, qui est le Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, nous assistons à un autre phénomène. Ce sont nos filles qui sont en train de s'adonner à ces pratiques-là. C'est-à-dire, on ne peut pas parler là-bas d'exploitation sexuelle, mais c'est le développement exponentielle de la prostitution. Parce que, vous savez, quand vous vivez avec ces filles-là, vous habitez le même quartier, vous les voyez dans le luxe là,
baignent. Donc ça risque de les encourager et d'influencer des filles, nos filles. Et je crois que c'est ça aujourd'hui. Le phénomène, c'est que ces filles-là qui sont là, ils commencent à intégrer. Ils s'intègrent parce qu'ils habitent des quartiers, ils sont en train de mener un commerce le jour et la nuit, ils s'adonnent à leur activité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les filles qui habitent l'entourage sont aujourd'hui phagocytées par ces filles-là, ce qui entraîne quand même le développement aussi de la prostitution dans la zone. Face à ces situations alarmantes, l'ONG internationale Freeze the Slaves s'est engagée activement dans la lutte contre la traite sexuelle dans la région de Kédougou. Reconnue pour son combat contre l'esclavage moderne, l'organisation déploie une approche multidimensionnelle, travaillant en étroite collaboration avec les communautés locales, les sociétés et d'autres partenaires. Le programme de lutte contre l'exploitation sexuelle dans les zones aurifères de Kédougou a été financé par le département d'État des États-Unis à travers l'Université de Géorgie et un centre qu'on appelle CENTRO. C'est un centre de recherche et de sensibilisation sur la traite des personnes. Alors, Free the Slaves est chargé avec ses partenaires d'implémentation, l'ONG La Lumière et l'Association des juristes sénégalaises et ENDA Jeunesse Action est chargé d'implémenter ce projet-là au niveau de Kédougou. Alors il faut savoir que ce projet a 3 composantes. Une composante de prévention, une composante de protection et une composante de poursuite judiciaire. Donc les 2 composantes qui sont les composantes de prévention et de protection sont menées et implémentées mises en œuvre par l'ONG Free the Slaves et ses partenaires d'implémentation depuis 3 ans à Kédougou. Les voici, les CVC, les pivots de l'approche communautaire des FDS. Ces volontaires ont été socialement et psychologiquement outillés pour identifier dans la totale discrétion les victimes avant de faciliter l'opération de retrait ou de libération. On a mis en place tout un processus pour effectuer les retraits dans les sites d'orpaillage et à partir de ces retraits-là, nous collaborons avec la DNLT qui est la Division nationale de lutte contre la traite. Ils ont une division ouverte à Kédougou. Nous travaillons avec la gendarmerie de Kédougou, la police de Kédougou, le tribunal. Une fois ces victimes-là retirées, on les place dans des centres d'accueil. Dans la région de Kédougou, nous avons 2 centres d'accueil. Le premier centre d'accueil se trouve dans le département de Kédougou, piloté par l'ONG La Lumière. Et le second centre d'accueil se trouve dans le département de Saraya, piloté par l'organisation ENDA Jeunesse Action. Alors, ces centres d'accueil-là, nous plaçons les victimes dans ces centres d'accueil-là. Une fois arrivés, le personnel du centre d'accueil fait ce qu'on appelle l'identification. Il y a un formulaire déjà préétabli avec des questions qui identifient directement est-ce que cette personne-là qu'on a retirée des mains des proxénètes est une victime de traite sexuelle, oui ou non. Après cette identification-là, la victime reçoit les premiers soins. Parce que n'oublions pas que ces victimes-là ont subi des traumatismes. Déjà, elle a été forcée de faire ce travail-là et elle était dans des conditions inhumaines. Donc, dès qu'elle est là, après l'identification, ce qui se passe, c'est les premiers soins. Les premiers soins médicaux, les premiers soins psychosociaux. On a recruté au niveau des centres d'accueil un personnel qui s'occupe, disons, de l'assistance psychosociale pour réduire le traumatisme que ces victimes-là ont subi. Et après moi, personnellement, je les accompagne à l'hôpital. D'habitude, elles vont voir le gynéco, elles vont voir la sage-femme parce qu'elles viennent blessées, torturées, frappées et tout. Elles ont des séquelles physiques sur leur corps, des tortures qu'elles ont subies dans les villages d'où elles viennent. En matière de traite sexuelle, tous les cas sont sensibles, mais certains nous marquent pour l'éternité. Ce qui m'a plus marqué, c'était il y a de cela 1 an, je crois, c'était janvier 2023.
une petite fille de 13 ans à peine. Elle ne pouvait même pas parler clairement. Elle avait même un problème pour parler, tellement le trauma était profond. Elle m'a raconté son histoire en disant qu'elle a été droguée, qu'on l'a injecté quelque chose et depuis lors elle a perdu connaissance. Apparemment elle a été violée et quand elle s'est réveillée, elle a vu du sang sur ses jambes et tout. Et depuis lors, elle est tombée dans le trauma profond. Heureusement, elle a pris la fuite et on a pu la récupérer dans le centre. Mais j'avais remarqué que dès les premiers jours, ça n'allait pas du tout. On a essayé de faire notre maximum pour la rassurer, l'amener à l'hôpital. Et quand je l'ai amenée à l'hôpital, la sage-femme m'a dit qu'elle était blessée en tout cas. Elle avait des blessures au niveau de l'appareil génital et tout. La sage-femme vraiment a fait tout son possible pour la soigner. Ça a pris du temps avant qu'elle ne soit complètement rétablie. J'avais remarqué qu'elle était vraiment blessée, vraiment traumatisée parce que c'était une petite fille de 13 ans et tout. Ce cas-là m'avait quand même très marqué. Le cas qui m'a plus marqué, c'était à Diabougou, où on a trouvé une femme qui était en location de 600 000 francs par mois. Une très belle femme. D'ailleurs, elle est actrice dans les films là. Elle était venue pour chercher de l'argent pour pouvoir se produire elle-même. Donc vraiment, c'est un cas qui m'a marqué et quand elle parlait, elle pleurait même. Tu sentais que c'était plus vraiment... Elle avait l'intention de le bien faire, mais elle n'a pas pu supporter. Et finalement, elle est allée en location. Elle ne pouvait pas supporter tous les hommes. Il a pu trouver une solution avec un homme qui a accepté de lui remettre 600 000 par mois. Et elle est restée avec cet homme pendant une dizaine de mois avant de retourner. Donc c'est le cas qui m'a marqué le plus. Le deuxième cas qui m'a marqué le plus, c'est le cas d'une petite fille d'environ 12 ans qui, le jour qu'on l'a déviergée, elle a pris la fuite. Elle est rentrée dans la brousse comme ça. C'est les gendarmes qui l'ont ramassée pour l'amener au niveau du centre. Ça aussi, il avait même des traces de sang encore entre les pieds. C'était extraordinaire quand je l'ai vu. Une fois dans le centre d'accueil, une prise en charge sociale adaptée aux réalités culturelles nigériennes est mise en place. On a fait de telle sorte que la vie au centre d'accueil ressemble à une vie familiale. C'est-à-dire on les organise en groupe. Chaque jour, tel groupe fera la cuisine, tel autre groupe fera le ménage, le linge. Et le plus important, c'est qu'on a axé notre prise en charge sur leur culture. C'est-à-dire les filles qu'on héberge au centre cuisinent leurs plats d'origine. C'est-à-dire elles ne mangent pas les plats sénégalais, elles consomment les plats nigérians parce qu'elles sont des Nigériennes. Tout ce qu'elles vivaient au Nigeria, en tout cas, on essaie de respecter leur culture. Il y a des activités de loisirs dans le centre, des activités de détente, mais aussi ce qu'on appelle des counseling. On organise des séances d'échange, de discussion avec elles pour leur faire comprendre que vous n'êtes pas coupable de ce qui vous arrive. Vous êtes des victimes. Vous avez une vie qui vous attend et nous, on est là pour vous aider à reprendre en main votre vie. Après 3 ans d'exercice, l'action de Free the Slaves à Kédougou a marqué un tournant majeur dans la lutte contre la traite sexuelle dans les zones aurifères de Kédougou. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Après donc, ces services au Sénégal, nous procédons aux opérations de retour en famille de ces filles. Avec le partenariat de leurs ambassades respectives, notamment ici l'ambassade du Nigeria, qui nous facilite l'obtention de documents de voyage que l'on appelle des Emergency Travel Certificates, des laissez-passer, qui va leur permettre donc d'entrer et de retourner dans leur pays respectif. C'est dans ce sens qu'on a eu à retourner 132 filles au niveau du Nigeria, dont 9 bébés, et une fille au niveau
du Togo. Une fois ces filles arrivées au Nigeria, nous avons un partenariat avec une ONG locale qui s'appelle Emmanuel World Children Foundation, qui se charge des questions de réintégration de ces filles. C'est-à-dire, il va essayer de les accompagner dans leur nouveau projet de vie. Pour les filles qui ont besoin de retourner à l'école, pour les filles qui ont besoin d'ouvrir un commerce ou bien de faire un quelconque business, une quelconque activité génératrice de revenus, notre partenaire au niveau du Nigeria se charge de les former et éventuellement de les suivre sur leurs activités-là. Pourquoi ces activités? Parce qu'on sait que la plupart de ces victimes d'exploitation sexuelle qui ont eu à quitter leur pays pour chercher un espoir ailleurs ont été chassées par une sorte de vulnérabilité socio-économique. Donc l'approche du programme, ce n'est pas seulement d'aider ces filles-là, mais nous luttons également contre des conditions qui permettent à l'esclavage sexuel et plus globalement à la traite des personnes d'exister. C'est pourquoi dans le cadre de ce programme, vous allez voir qu'il y a beaucoup de filles actuellement qui ont eu à réussir leur projet de vie, de réintégration au niveau de leur pays de retour, de leur pays d'origine. Auparavant, on n'avait pas assez de moyens pour pouvoir aller sur le terrain, faire la sensibilisation nécessaire, former des communautés pour nous aider à l'identification, au référencement. Ça, c'est avec la collaboration de Free the Slave. Et depuis lors, je pense qu'ils ne sont pas limités à la capacitation, à la mise en place des CVC, mais ils ont organisé des sessions de renforcement de capacité des forces de défense et de sécurité sur le phénomène. Pour habitude de le dire, quand l'État va jusqu'à consentir un agrément à une ONG, c'est pour que ce partenaire-là puisse assurer une certaine continuité de l'intervention publique. L'État ne peut pas être partout, l'État ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, quand nous reconnaissons cette possibilité à une organisation de pouvoir évoluer dans un secteur, de pouvoir évoluer dans une zone géographique donnée, c'est pour que ce partenaire-là puisse assurer une certaine continuité, pour que aujourd'hui ce partenaire puisse aller au-delà même de l'intervention de l'État et qu'en retour également nous puissions disposer de documents qui nous rendent compte de ces activités-là. C'est surtout cela, en fait, c'est à ce niveau qu'on devrait apprécier tout simplement la collaboration entre les autorités étatiques et également les partenaires qui nous accompagnent. Malgré les progrès significatifs réalisés grâce aux efforts conjoints de Free the Slaves, société civile, autorités locales et des communautés, la lutte contre la traite sexuelle dans les zones aurifères de Kédougou reste un défi de taille. Cette bataille ne se gagnera pas du jour au lendemain, mais chaque victime secourue, chaque communauté sensibilisée et chaque proxénète traduit en justice représente une victoire, une lueur d'espoir pour la fin de la traite sexuelle dans les zones aurifères et partout dans le monde. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce reportage qui mettait la lumière sur un phénomène, le phénomène de la traite sexuelle dans les zones aurifères, mais également qui mettait de la lumière sur les efforts incommensurables de FTS. Et nous avons l'honneur d'accueillir son directeur régional d'Afrique de l'Ouest, Isaac. Après avoir suivi un peu ce reportage, quelle est votre première réaction? D'abord, vous féliciter, Younoussa, parce que je pense que vous avez fait un travail remarquable. En suivant le reportage, je me suis demandé est-ce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, puisque ça a été vraiment très compréhensif, ça a été vraiment très englobant. Alors maintenant, comme vous l'avez dit à la fin, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore un grand chantier, puisque malheureusement, il y a encore des centaines de filles, pour ne pas dire des milliers de filles, qui sont esclaves sexuels, qui sont en train d'être exploitées sexuellement, soumises à des viols au quotidien et qui vivent des traumatismes que l'on ne peut pas décrire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait des choses. Quand je dis on, c'est Free the Slave. Ce sont des partenaires qui ont été mis en exergue, la Lumière, ENDA, bien entendu l'État en première ligne, ouais. Mais il y a encore beaucoup à faire. Je l'ai dit tout à l'heure quand je présentais à l'entame de mes propos,
en réalisant ce grand reportage, quand je disais que je travaillais sur la traite sexuelle des femmes dans les zones aurifères, on me dit, mais Younoussa, au XXe siècle, tu nous parles de traite sexuelle. Ce terme mérite qu'on s'y arrête pour faire comprendre que, évidemment, il y a la traite sexuelle dans ces zones aurifères-là. Absolument. Et je pense que vous avez bien documenté cela. C'est une réalité et c'est une triste réalité. Il faut d'abord préciser qu'on parle de traite des personnes. Et une des formes de traite, justement, c'est ce qui se passe à Kédougou. Ouais. Mais on a plusieurs formes de traite. Au Sénégal, on a deux formes de traite essentiellement. La première, sur laquelle on a travaillé depuis des années, c'est malheureusement, c'est la mendicité forcée. Ah. Puisque malheureusement, on a beaucoup d'enfants qu'on appelle des talibés. Et dans ce lot des enfants, justement, qui sont censés apprendre le Coran, il y a des milliers qui sont exploités économiquement. Ouais. Puisque le cadre de référence que nous avons, c'est d'abord la Convention des Nations Unies. Donc cette convention-là qui a en 2000 permis de définir ce que c'est que la traite des personnes. Ouais. Cette convention a été domestiquée par le Sénégal en 2005, avec une loi du 10 mai 2005 qui a défini la traite de façon contextuelle. Et une des formes, justement, c'est la mendicité. Mais nous avons également, bien entendu, comme vous l'avez montré, l'exploitation sexuelle des filles et des femmes au niveau des sites d'extraction de l'or, qui est une autre forme. On a le travail domestique aussi, qui est une forme qui n'est pas très connue, mais malheureusement, qui est une réalité encore au Sénégal, aussi bien dans nos domiciles, mais aussi à l'extérieur. Ouais. Des filles qui sont transportées vers des pays du Golfe, excusez-moi, et qui sont soumises à une exploitation économique. Elles doivent travailler comme domestiques, mais dans bien des cas, elles ne sont pas dans des conditions adéquates. Le contrat initial n'est pas respecté et leur dû n'est pas perçu du tout. Ouais. Donc vraiment, ce sont des formes qui sont là. Et c'est un phénomène qui est mondial. Ça se passe au Sénégal, ça se passe dans la sous-région, ça se passe dans beaucoup de pays occidentaux, ça se passe partout au monde. J'aimerais qu'on s'arrête au premier phénomène que vous avez cité tout à l'heure, par rapport à l'exploitation de la mendicité, qui est un phénomène hyper sensible, les gens n'en parlent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de l'ancien régime a essayé, il n'a pas réussi. L'actuel régime également, on a vu qu'il est en train de faire des efforts. Mais pourquoi, en tant que spécialiste, pensez-vous que est-ce possible de lutter contre ce genre de traite ici, dans notre pays, qui socialement acceptent ce phénomène? C'est bien possible, puisque malheureusement, vous avez dit, les gens acceptent socialement le phénomène. Mais c'est parce que justement derrière, il n'y a pas cette compréhension du phénomène. C'est un phénomène qui est très complexe. Il y a un voile qui est religieux, parce que dans bien des cas, les enfants qui sont recrutés, aux parents, qu'est-ce qu'on leur promet? De leur enseigner le Coran. Il n'y a rien de plus noble. Mais justement, si on analyse le phénomène, ces enfants-là qui sont dans des soi-disant daras, qui quittent ces lieux-là à 5 h du matin et qui y retournent à 20 h, est-ce que techniquement, ils ont le temps d'apprendre le Coran? Non. Non. On sait que techniquement, ils n'ont pas le temps d'apprendre le Coran. Alors, qu'est-ce qu'ils font? On leur demande simplement d'aller mendier et de ramener des versements. C'est comme les taxis, clando ou des yango. Ouais. Donc, ils vont du matin au soir chercher par tous les moyens légaux ou pas légaux à ramener le montant qui leur est demandé, qui peut varier entre 500 francs et 1000 francs. 1000 francs. Alors moi, je m'amuse souvent à faire une statistique. J'ai dit, on a une cartographie qui nous a révélé que dans la région de Dakar, les enfants sont au nombre de 30 000 qui mendient, 30 000 enfants. Rien que dans la région de Dakar. Alors, si vous faites un montant de 500 francs par 30 000, ça vous fait combien? Ça vous fait 15 millions de francs CFA qui proviennent de la mendicité au quotidien. Chaque jour. Chaque jour. 15 millions de francs CFA vont dans les poches de soi-disant maîtres coraniques, mais fait et collecté sur le dos d'enfants, de mineurs. Ouais. Et je vous ai dit, c'est seulement dans la région de Dakar. Ouais. Donc si vous le faites sur l'année, vous êtes à 5 milliards et quelques. Si vous le faites sur tout le territoire sénégalais, ça veut dire que vous prenez en compte Djobel, incluant Touba, Tivaouane, Saint-Louis, etc., ce sont des milliards qui sont collectés sur le dos des enfants, soi-disant au nom de la religion. Parce qu'en réalité, je l'ai dit au départ, ces enfants n'ont pas le temps d'apprendre le Coran. Ces enfants ne sont pas socialisés
Donc, ils n'ont aucune formation. Qu'est-ce qu'ils deviennent après qu'ils aient, soi-disant, fini leur formation? Après 45 ans, ils sont majeurs, ils ne perçoivent plus le salaire. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont agresser, ils vont voler, ils vont trouver les moyens, justement, de collecter cet argent-là. Ouais. Parce qu'ils n'ont rien appris d'autre. Donc, c'est une problématique qui est là. Il y a le voile de la religion, il y a le poids de la tradition qui font que les Sénégalais, dans leur majorité, n'ont pas cette compréhension-là. Donc, l'État aussi, avec beaucoup de timidité, je vais le dire comme ça, prend en charge le phénomène, mais vraiment, ça reste... c'est mon point de vue, je pense qu'on fait du surplace, puisque ça fait des dizaines d'années qu'il y a beaucoup de plans d'action, beaucoup d'initiatives, même de retrait des enfants, mais au bout du compte, les phénomènes restent entiers. À chaque fois, la question est agitée, mais l'État ne va jamais au bout de ces initiatives. Est-ce que ceci ne justifierait pas qu'aujourd'hui, le Sénégal est l'Eldorado voilà, pour demander quelque chose, il faut venir au Sénégal. Je ne veux pas citer de nationalité, mais il y a 1 an, 2 ans, il y avait des femmes, des enfants qui étaient... qui venaient ici, qui étaient installés ici à Dakar. Mais qu'est-ce qui justifie? Pourquoi le Sénégal? C'est le pays de la Teranga. C'est le pays de la Teranga. C'est le pays également où nous tous, en tant que Sénégalais, nous pensons que le matin, si on n'a pas donné l'aumône, on peut avoir la poisse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va donner du 10 francs, du 100 francs, du sucre, etc. Pour briser le mauvais sort. Exactement, c'est un peu le poids de la tradition, le poids un peu des croyances aussi religieuses, entre guillemets. Mais après, moi je dis souvent, et on a essayé de mettre ça en exergue chaque fois qu'on a fait de la communication pour dire, si vous donnez de l'argent à un enfant, vous contribuez à son exploitation. Parce qu'en réalité, les enfants sont dans la rue parce qu'ils reçoivent de l'argent. Donc il faut qu'on trouve un moyen de préserver ces valeurs culturelles-là de solidarité qui sont importantes, mais non pas sur le dos des enfants. On peut donner de l'aumône au Dara, on peut donner de l'aumône aux gens qui en ont besoin, on peut aider le Dara, mais il ne faudrait pas que l'argent, justement, soit donné à des enfants, puisque cela les préserve, les maintient dans ces conditions-là d'exploitation et d'esclavage, simplement. Exact. On va revenir maintenant à notre thématique de ce soir. Il s'agit de la traite sexuelle dans les zones aurifères. En préparant le reportage, je me suis dit, si aujourd'hui cette traite est en train d'exploser, c'est parce que souvent nos frontières sont poreuses. Vous avez vu, écouté la réaction du préfet de Kédougou qui dit oui, ceci ne se fait pas. D'ailleurs, l'État est au courant, mais certainement, peut-être, est-ce qu'aujourd'hui, l'État met les mécanismes qu'il faut pour contrôler les entrées et les sorties du territoire sénégalais? Oui. Je profite de l'occasion pour remercier le préfet Diouf, qui a également fait un excellent travail, avec qui on a bien collaboré dans le cadre du projet. Ce qu'il dit, c'est vrai, l'État est en train de mettre en œuvre des politiques en termes de sécurité, de contrôle, d'accès aux frontières. Mais on sait que nos États n'ont pas les moyens de leur politique. On sait que les frontières, elles sont assez poreuses. Mais au-delà de cela, il y a justement cette contrainte-là qu'il a évoquée, le protocole. On est dans un espace communautaire. La CEDEAO. La CEDEAO. Donc, où le protocole, justement, permet la libre circulation des personnes et des biens. Donc, ce qui fait qu'un Gambien, un Nigérien peut accéder de façon sans difficulté au Sénégal, pourvu qu'il ait les documents de voyage. Mais le bémol se trouve au niveau des documents de voyage. Parce que malheureusement, pour cette traite-là, nous sommes en face d'un réseau criminel organisé. Ce sont des gens qui cherchent par tous les moyens à enfreindre les lois. Et ils mettent des ressources qu'ils font. Il y a beaucoup de faux documents. Beaucoup de faux documents. Beaucoup de faux documents. Les filles en question qui viennent notamment du Nigeria, la plupart vont transiter par un pays que je n'ai pas cité, mais un pays voisin, et où elles vont se faire des faux documents. Donc des fausses cartes d'identité, et qui permet malheureusement qu'ils accèdent. Après aussi, il y a une question qu'il nous faut aborder, la question de la corruption. Au niveau de l'administration, mais pas seulement. Mais c'est des questions qui gangrènent nos économies, qui gangrènent aussi nos sociétés. Ce qui fait que par moment aussi, justement, puisqu'on parle des réseaux criminels, des réseaux qui ont un pouvoir assez important en termes financiers, ils vont soudoyer par-ci, par-là des gens pour que justement qu'ils ferment les yeux sur le contrôle, la rigueur qu'ils devraient avoir au niveau du contrôle
et permettre finalement que ces gens-là accèdent. Donc c'est un problème qui est assez complexe. Les États font des choses, mais il y a encore beaucoup, comme j'ai dit, à faire. Et c'est justement là où nous, on vient, puisque la mission qu'on a, c'est une mission plutôt d'appui aux missions régaliennes de l'État. Exact. On vient en complément, Exact. avec le peu de moyens qu'on a, mais on n'a pas encore beaucoup de moyens. Donc ça veut dire qu'il nous faudrait trouver une synergie entre ce que fait l'État et ce que nous, on fait Sur le sexe, en termes de collaboration, pour que justement qu'on puisse prendre en charge le problématique. C'est là où je vous invite, M. Saka, à parler un peu de votre démarche. On a vu à travers le reportage que vous avez installé des CVC. Pourquoi avez-vous à un moment donné senti qu'il faut travailler avec les communautés pour détecter ces proxénètes-là? Oui. Merci bien. En fait, déjà, il faut qu'on explique ce que c'est les CVC. Ouais. Parce que c'est des comités de vigilance communautaire. Puisque ces filles-là, elles sont exploitées où? Sur les sites d'extraction de l'or, qu'on appelle les Djura. Ouais. Donc, au niveau des Djura, il y a des villages. Donc, ce sont des villages qui sont là, qui sont spontanés, qui sont créés en fonction de la découverte de l'or. Donc, qui sont mobiles. Bien entendu, il y a un système d'organisation qui est en place, avec les tomboulements que vous avez dû rencontrer, des gens qui sont chargés de la sécurité, avec les chefs de village, etc. Mais on s'est rendu compte que le problème n'est pas bien perçu par la communauté, puisque la communauté voit ces filles-là comme simplement des prostituées. La prostitution étant autorisée, pour ne pas dire légale, au Sénégal, il n'y a pas de problème. Ce sont des filles qui décident d'elles-mêmes d'aller vendre leur corps. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est des filles qui sont soumises à la prostitution forcée, qui sont exploitées sexuellement. Ça veut dire que ce ne sont plus des prostituées, mais des victimes de traite. Donc, il nous faut passer le message au niveau de ces communautés pour que le regard qu'ils ont sur les filles puisse changer. Donc, on a mis en place des communautés de vigilance à qui on a apporté l'information, qu'on a formé, qu'on a sensibilisé pour dire, écoutez, vous voyez des filles nigérianes, sénégalaises qui sont dans la prostitution, mais attention, parmi elles, même s'il y en a qui sont là délibérément, de leur choix, il y a beaucoup qui sont là, qui ont été trompés au départ. Ouais. On leur a promis de travailler au Sénégal comme mannequin, comme restauratrice, comme vendeuse, etc. Et à qui on a contraint, on a obligé de se prostituer. Ouais. Et ces filles-là doivent être identifiées, doivent être assistées, justement parce qu'elles sont là en tant qu'esclaves, en tant que personne n'ayant pas eu le choix. Et ce qui fait que la communauté va changer de regard vers ces femmes-là. On ne va pas les regarder en tant que prostituées, mais peut-être en tant que victimes de traite. Ouais. Et justement, il faut qu'ils aient d'abord l'information et qu'ils puissent, ces communautés-là, contacter ou bien discuter, échanger avec les filles pour essayer d'en savoir davantage. Pour savoir si la fille est là d'elle-même ou si justement il y a quelqu'un qui contraint cette fille-là et qui reçoit un versement comme les talibés. Ok. Parce que malheureusement, il faut le dire, dans le cadre des perquisitions de la police, à qui je rends hommage, les personnes qu'on appelle les auteurs de traite ont des carnets de versement. Ok. Ils vont amener, ou bien elles vont amener, parce que majoritairement c'est des femmes aussi, c'est assez dommage de le dire, ce sont des femmes qui exploitent des femmes. Ce sont des femmes qui exploitent des femmes. Malheureusement, c'est triste, mais c'est la réalité du terrain. C'est majoritairement des filles, des femmes qui ont recruté leurs consoeurs, leurs proches, qui leur ont promis un meilleur avenir au Sénégal ou dans les pays voisinants et qui les soumettent à la prostitution forcée. Mais rassurez-moi, elles ne sont pas sénégalaises. Il y a les Sénégalaises. Quelquefois. Il y a les Sénégalaises, mais vraiment, il faut dire que la grande majorité, elle est nigériane. Elle est nigériane. Elle est nigériane. Et elles ont des carnets de versement. Ok. Elles vont demander aux filles de rembourser des montants de 2 millions, de 3 millions de francs CFA. Vous imaginez, pour des passes qui sont à 2000. Vous imaginez quelqu'un qui doit rembourser 3 millions sur des passes qui sont à 2000, 3000, 4000. Ça veut dire que la fille, prenons un exemple, quelqu'un qui doit rembourser 1,5 million et qui fait des passes de 2000. Combien de fois la fille ou la femme va se faire violer? Puisque ici, on parle de viol. C'est des rapports sexuels non consentis. Donc, elle va se faire violer 750 fois. Vous imaginez le traumatisme que ces femmes-là vivent. Maintenant, imaginez ça encore sur des filles mineures, sur des filles qui étaient à l'école, qui voyaient le voyage vers le Sénégal comme un voyage où c'était l'aile de la roue. Vous imaginez la déception, le traumatisme. Donc vraiment, c'est des situations vraiment indescriptibles que ces filles-là vivent.
Exact. Et avec l'aide des CVC, la détection ou l'identification se fait rapidement. Oui. Et vous ne vous limitez pas là à FTS. Non. Vous essayez de remettre ces victimes de traite dans le circuit social. Oui. Ouais. Disons qu'on a mis en place 19 CVC, des comités de vigilance communautaire. Et il y a un système qui a été mis en place également avec 2 partenaires de mise en œuvre. Une ONG qui est au niveau du département de Saraya, Enda Jeunesse Action, et une autre qui est au niveau du département de Kédougou, à qui, vraiment, je rends hommage également. Ils sont des partenaires très, très importants. La lumière. La lumière. Donc, nous, ce qu'on fait, on donne des appuis financiers à ces structures-là, pour que, justement, une fois que les CVC ont détecté des filles, qu'ils puissent les référer à la lumière. Parce que le premier besoin de ces filles-là, une fois qu'elles sont retirées, c'est d'être mis à l'abri, en sécurité. Exact. Donc, trouver un abri, un logement, un appartement, un lit, pour déjà dormir. Parce que dans bien des cas, elles ont vécu beaucoup de souffrances. En sécurité. Oui, la sécurité, vraiment l'abri. Après, il y a une dimension médicale. Dans bien des cas, elle l'a dit dans le reportage, c'est des traumatismes, c'est des sévices corporels, c'est des abus, c'est des choses vraiment indescriptibles. Donc, il faut faire un check-up pour voir un peu l'état, le bilan sanitaire de la personne. Exact. Médical, mais aussi psychosocial. Donc, on a mis en place un système de référencement avec beaucoup d'acteurs qui interviennent, aussi bien l'hôpital, les services sociaux, les psychologues, le tribunal, la police. Vraiment, c'est vraiment un réseau assez huilé qui est en place maintenant, qui permet que chaque fois que besoin, que les acteurs puissent intervenir sur la victime. Exact. Donc, l'approche est vraiment centrée sur la victime. Exact. Donc, on les met à l'abri là-bas, on les assiste. Et une fois qu'elles ont pu récupérer, qu'elles sont prêtes à s'ouvrir, on essaie d'en savoir plus sur un peu leur parcours de vie. Si elles veulent retourner en famille aussi, ça permet vraiment de voir d'où est-ce qu'elles viennent, de pouvoir prendre contact avec leur famille, de faire un peu la médiation, de les préparer au retour. Et une fois que le tout est huilé, on les retourne en famille avec un partenaire qui est au niveau du Nigeria, qui s'appelle Emmanuel World Child Foundation, qui va les accueillir. Là-bas aussi, il y a une préparation au retour. Donc, on ne va pas les prendre de Kédougou directement aux familles. Il y a une transition qui se fait au niveau du centre d'Emmanuel pour un peu les restaurer, mais avec un peu les bagages ou cultures locales aussi. Parce qu'il y a des réalités au niveau du Nigeria. Parce qu'il faut le préciser, il y a ce qu'on appelle le mystique ou la mystique vaudou qui est très ancrée dans ces pratiques-là. Ah ouais. Oui. Parce que les filles, dans bien des cas, avant qu'elles ne quittent, qu'est-ce qu'on va faire? On va les amener devant le fétiche. On va prélever des fois les cheveux, un peu de sang, et on va les faire jurer qu'elles vont collaborer, qu'elles ne vont pas dénoncer à la police. Et ça, c'est tellement puissant que les filles, si on ne parvient pas à les désenvoûter, entre guillemets, elles vont rester dans cette situation où elles ne vont pas vouloir s'ouvrir. Ce qui fait qu'il y a une préparation à ce niveau-là, au niveau du Nigeria, où on fait appel des fois à des prêtres, parce que c'est les mêmes croyances qu'il faut gérer, pour les désenvoûter et leur faire croire que là, c'est fini, il n'y a pas de sort qui est jeté sur vous, encore moins sur votre famille. Vous pouvez parler en toute liberté. Et là aussi, on met en place des projets de réintégration sociale qui leur permettent de reprendre leur vie en main. Mais vraiment, on a eu des cas assez successful, donc de réussite. C'est 200 et quelques filles qu'on a pu retourner, 259 pour être exact, qu'on a pu retourner, qu'on a pu réintégrer socialement, qui ont repris leur vie en main. Et moi, quand je suis parti en mission de suivi, quand j'en ai rencontré quelques-unes, mais vous avez du mal à les reconnaître. À les reconnaître, parce que là, on retrouve des personnes épanouies, self-esteem qui est là, qui est revenu. Et vraiment, ça fait plaisir. Revenons au pays, parce que la présence de ces filles pose également un autre problème. Vous avez parlé de la problématique de la sécurité, mais également il y a une autre problématique à côté de cette problématique de sécurité, mais c'est celle de la santé publique qui se pose énormément à travers la présence de ces filles-là. Et comment ça se fait? Est-ce qu'aujourd'hui des activités de sensibilisation, de prévention sont menées à travers ce programme-là? Oui, absolument. Je pense qu'il faut simplement regarder les statistiques au niveau de la région de Kédougou, comparativement aux autres régions, pour voir que justement, la raison principale, c'est justement la présence de ces filles-là.
Et ça s'explique aussi, parce que comme j'ai dit, on parle d'une criminalité organisée, on parle de faux documents, donc forcément de fausses visites médicales. Donc on sait que les filles, dans bien des cas, ne font pas le check-up, ne font pas la visite médicale. Elles vont avoir des carnets, mais dans quelles conditions? Falsifiés. Donc c'est tout à fait normal qu'on insiste là-dessus. Parce qu'au-delà de la région, c'est des questions de sécurité, mais de santé nationale, publique nationale. Exact. Que ce sont les mêmes personnes qui se déplacent de Kédougou, qu'on retrouve récemment, on les a retrouvées certaines à Sali, qu'on va retrouver au Parcelles Assainies, à Dakar. Exact. Donc, c'est un phénomène réel que nous essayons d'adresser à travers, comme j'ai dit, le schéma intégré de protection, où plusieurs acteurs collaborent pour pouvoir faire la sensibilisation. Et je profite de l'occasion pour féliciter les acteurs au niveau de la région de Kédougou. Très dynamique. Vous avez dû les rencontrer. Je les ai rencontrés, très dynamique. Et une de leurs sollicitations ou attentes de FTS, c'est que ce programme continue. Il y a toujours ce phénomène qui est présent. Et ils ont besoin de moyens, ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin également d'être orientés pour continuer ce merveilleux travail qu'ils ont déjà démarré. Absolument. Nous cherchons vraiment par tous les moyens à maintenir le programme actif au niveau de la région. Exact. On a eu un financement sur 3 ans qui s'est interrompu en 2024, en juin 2024. Exact. Mais on a maintenu quand même, essayé de maintenir le momentum depuis pratiquement 1 an maintenant, avec d'autres partenaires, notamment l'ambassade de Suisse, l'ambassade d'Irlande, qui nous appuient, mais on fait appel à tous les partenaires, puisque c'est une problématique qui est là, qui est lancinante, et comme on l'a dit, c'est des questions de sécurité, c'est des questions de droits humains, c'est des questions de santé publique, c'est des questions de dignité humaine simplement. Exact. Vraiment, on a besoin de tout le monde pour que justement qu'on puisse prendre en charge la question de façon holistique, puisqu'elle est très complexe. Et aucun acteur, même l'État ne peut prendre en charge cette question-là. Il faut vraiment une synergie autour. Récemment, il y avait un fait divers, si vous vous souvenez bien, très chers téléspectateurs. C'était le cas Nelly Aziguinchor qui avait lancé une opération contamination massive. C'est triste. C'est inquiétant. C'est inquiétant et c'est triste en même temps parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que la société a fait à cette personne-là pour qu'elle en veuille autant aux gens, pour qu'elle veuille prendre un peu une revanche en disséminant sa maladie, en la partageant avec le maximum de personnes possibles, parce que c'est ça son dessein. Elle l'a avoué. Mais il faut la condamner, mais essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'elle a vécu. Exact. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Est-ce qu'elle ne s'est pas sentie abandonnée? Est-ce qu'elle n'a pas une amertume, un sentiment? En tout cas, moi je ne sais pas trop, mais j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui a pu pousser quelqu'un à autant de méchanceté? Est-ce qu'elle ne fait pas partie de ces milliers de filles, de femmes victimes de traite sexuelle également? Certainement, parce que c'est une Nigériane qui s'est retrouvée à Ziguinchor. Exact. Donc elle n'a pas dû atterrir là-bas d'elle-même. Non. Je serais surpris. Donc elle peut forcément être victime. C'est pourquoi tout à l'heure, quand ma collègue Sorna disait, on leur dit, vous n'êtes pas coupable. Oui. Beaucoup de gens vont avoir un sentiment de culpabilité, pensant qu'elles ont dû faire des choses qui les ont permis de se retrouver ici. Ouais. Mais en réalité, non. Ceux qui sont coupables, c'est ceux-là qui ont cherché à tirer profit de leur vulnérabilité. Exact. Ouais. Donc c'est cela justement qu'on traque, donc on appelle les auteurs de traite. Et il y a des lois assez dissuasives qui sont là. Il faut simplement qu'on soit plus rigoureux dans l'application de la loi. Monsieur Saka, le dernier point de cet échange, j'aimerais qu'on le consacre à des pistes de solutions pour contrer, mais ces solutions peuvent venir de vous en tant qu'organisation internationale luttant contre ces traites de personnes, mais notamment de l'État du Sénégal. Quelle doit être sa position par rapport à tout ceci quand on parle de frontières poreuses, la question de sécurité qui se pose, la question de santé publique qui se pose? Monsieur le préfet avait dit dans ce reportage que l'État est au courant. Mais qu'est-ce qui manque? Pour vous, en tant que spécialiste, quelle doit être la position de l'État du Sénégal par rapport à cette problématique-là? À mon avis, c'est mettre plus de ressources. Vous savez, les questions de droits humains, elles sont importantes, elles sont très importantes. Mais elles ne sont pas forcément, c'est un point de vue, au cœur des préoccupations de nos États, malheureusement.
Ils sont plus intéressés par les questions de sécurité, par les questions d'éducation, etc. Mais les questions de droits humains, elles sont essentielles à mon avis. Pourtant, ils ont tout ratifié. Ils ont tout ratifié. Malheureusement, au niveau de l'application de la loi, vous voyez que les enfants sont encore dans la rue. Malgré qu'on ait ratifié la convention, malgré qu'on ait des lois. Mais pourquoi est-ce que justement les policiers vont se mettre à arrêter un taximan qui n'a pas de permis, qui n'a pas d'assurance, et qui laisse passer un enfant qui est dans la mendicité forcée? Donc, ce n'est pas forcément des questions de priorité. Donc, il faudrait qu'on ressente le débat sur l'importance de ces questions-là. Ce n'est pas des questions accessoires qu'on va faire comme ça pour satisfaire la communauté internationale, c'est des questions de développement. Puisqu'on a une communauté, on a une population qui est majoritairement jeune. Exact. Donc, si on veut vraiment que demain, qu'on puisse décoller, ce n'est pas sur l'or, ce n'est pas sur le gaz ou le pétrole. C'est le capital humain. C'est le capital humain. C'est le capital humain. Il faut qu'on ait des jeunes bien formés, des jeunes qui sont sains, donc, pour que demain, ce pays puisse être porté. Exact. Donc, à mon avis, c'est appeler les États à mettre plus de ressources dans ce secteur-là. Les organisations comme Free the Slaves, comme les Nations Unies, ils apportent des ressources. Mais ils viennent en complément, ils devraient venir en complément à ce que l'État met d'abord. Mais il faut dire que malheureusement, la situation est que on n'a pas beaucoup de ressources qui viennent malheureusement de l'État et qui adressent ces questions-là. D'accord. Et vous, en tant qu'organisation, quelles sont les perspectives d'ici quelques mois, années? Quelles sont les perspectives? Nous n'avons pas arrêté, nous n'avons pas arrêté parce que depuis juin, on a assisté par moins de 38 filles avec nos propres ressources, avec par moment des ressources qui nous sont venues du Centro, d'un centre de recherche sur la traite des personnes qui est au niveau de l'Université de Géorgie. Donc j'ai profité de l'occasion pour les remercier. Nous continuons à assister les victimes, à les identifier, mais nous voulons investir davantage sur la question de la prévention. Puisque la question de la prise en charge, il faut la continuer, mais il faut faire de sorte que le phénomène puisse être réduit, pour ne pas dire contenu, aussi bien au niveau des zones de destination, ça c'est le Sénégal, ils viennent d'ici, mais aussi au niveau de la zone de départ. Et on a des projets de travail au Nigeria, dans les zones qu'on a identifiées, d'où ces filles viennent majoritairement. Exact. Donc des campagnes de sensibilisation, d'information, pour que justement le phénomène puisse être pris en charge au niveau du départ et non pas au niveau de l'arrivée. Exact, exact. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. C'est partagé. Nous sommes arrivés à la fin de ce débat qui portait, mesdames et messieurs, sur la traite sexuelle des femmes. Vous avez suivi également le reportage qu'on vous a proposé, M. Saka. Je rappelle que vous êtes le directeur régional Afrique de l'Ouest de Free the Slaves. J'y arrive enfin. C'était un plaisir d'échanger avec vous. C'était un plaisir également pour moi, Younoussa. Je vous remercie encore une fois. Et j'espère qu'on aura l'occasion de collaborer ensemble, puisque justement sur la question de la prévention, on a beaucoup à faire avec les médias pour que justement cette information puisse aller partout. Merci beaucoup. En tout cas, personnellement, je vous ouvre. La collaboration est déjà scellée. Il s'agit juste de continuer cette collaboration. Merci à vous, très chers internautes et spectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Lai qui a assuré la réalisation, la production de ce débat. Prochain rendez-vous à l'écoute des terroirs, c'est pour bientôt. C'était Younoussa, la voix du monde.